Voilà quelques années que le Mali connaît une recrudescence des violences contre les descendants d'esclaves, ce qu'on appelle l'esclavagisme par ascendance, par hérédité, qui s'apparente au système des castes. Un devoir de mémoire s'impose ainsi aujourd'hui. C'est ce que tente de faire Marie Rodet dans un documentaire, Les Djambourous, esclavage et émancipation à Caille au Mali. Marie Rodet, bonjour. Bonjour. Il faudra attendre 1905 pour l'abolition de l'esclavage au Mali, mais aujourd'hui, ce rapport dominé-dominant, noble, ex-esclave existe encore. Comment vous l'expliquez en 2019 ? Tout d'abord, on confond souvent esclavage, traite et esclavage par ascendance, ce qu'on appelle aussi esclavage domestique. Et en fait, à chaque fois qu'il y a eu une abolition, ça visait avant tout la traite. Et dans ce cadre, finalement, les populations qui mettaient en esclavage ont su s'adapter à chaque fois à ce nouvel environnement juridique. L'abolition de 1905, l'abolition de la traite a été stoppée, mais rien n'a été fait vraiment pour stopper ce qu'on appelle aujourd'hui l'esclavage par ascendance, l'esclavage domestique, et qui a continué jusqu'à nos jours et s'est transformé en système de caste. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concrètement, pour les populations ? Ces populations sont systématiquement discriminées socialement et économiquement. Il y a des interdits de mariage. Elles ne peuvent pas se marier avec des populations qui ne font pas partie de leur caste. Je parle des populations de descendants de personnes esclavisées. Systématiquement, elles peuvent être aussi discriminées économiquement. Elles sont assignées à certaines tâches. Des exactions également. Récemment, depuis 2018, en fait, il y a eu une montée des tensions au sein de ces communautés. Ces populations descendantes de personnes esclavisées ont refusé qu'on continue à les appeler, à les assigner comme esclaves. Et de là, la partie de la population qu'on désigne comme noble ou comme les descendants des maîtres a commencé à les ostraciser systématiquement des activités économiques. Alors on va peut-être raconter ce pan de l'histoire méconnue, finalement, l'esclavage dans le Sahel, fin 19e siècle, d'où vient-il ? En fait, l'esclavage au Sahel a une très longue histoire. Il prédatait sans doute l'esclavage atlantique, mais avec l'esclavage atlantique, en fait, il y a une augmentation de la demande et donc une augmentation de l'esclavage interne. Mais à la fin du 19e siècle, en fait, avec l'abolition de l'esclavage atlantique, la demande atlantique est fermée. Quasiment, il y a l'esclavage illégal, mais donc il y a toute une série de guerres internes qui continuent tout au long du 19e siècle et qui produit des captifs. Et les captifs, en fait, sont vendus et mis en esclavage. Et toute une série de guerres comme ça, jusqu'à la dernière grande vague de mise en esclavage à la fin du 19e siècle, du fait des guerres de Samori Touré, notamment. Et une période que vous racontez dans votre documentaire sous forme de témoignage. On va écouter un extrait. À l'époque de nos grands-pères, de nos arrière-grands-pères, il y avait des commerçants qui viennent de Sigasso, de Ségou, avec des femmes, des hommes qui les achetaient à des hommes puissants. Toi, tu achètes 2 ou 3 têtes de personnes, soit 2 femmes ou 2 hommes. Bon, ceux-ci sont pour toi là, ils travailleront pour toi comme captifs. Voilà des histoires qui se transmettent aujourd'hui de génération en génération, très peu de traces écrites finalement, et c'est bien ça le problème. Oui, et en fait, la mémoire est restée présente au niveau très localisé. Il n'y a pas de discussion de ces problématiques-là dans l'espace public. On n'ouvre pas la porte à la transmission vraiment directe de ces mémoires. Les personnes que j'ai pu interroger, c'est sans doute la dernière génération qui a pu connaître leurs parents, leurs grands-parents mis en esclavage et qui a pu garder ces mémoires. Mais la jeune génération ne connaît pas cette histoire, elle n'est pas enseignée à l'école. Et c'est dommage parce que c'est pas qu'on veuille retourner et parler des difficultés de l'histoire au Sahel, mais ces populations ont résisté tant qu'elles ont pu
à cette violence de l'esclavage. Et aujourd'hui, ces résistances sont niées et les nouvelles générations qui continuent à essayer de se battre contre la stigmatisation et la discrimination dans ces communautés-là ne connaissent pas cette histoire et ne peuvent pas capitaliser sur cette histoire pour rendre leur mouvement encore plus fort. Et c'est ce message aux nouvelles générations que vous voulez transmettre via ce documentaire que vous avez réalisé en 2010. Depuis, plusieurs personnes que vous avez interviewées sont décédées entre-temps. Oui, en fait, les 3/4 des personnes que j'ai interviewées sont malheureusement décédées aujourd'hui. Certains de leurs enfants connaissent cette histoire, mais c'était vraiment eux, je dirais, la dernière génération qui pouvait parler directement de cette histoire. Et montrer que des modèles de résistance ont existé par le passé et que la lutte peut continuer comme les ancêtres l'ont fait auparavant. Que dit la loi sur l'esclavage par ascendance ? En fait, il n'y a pas de loi actuellement au Mali qui criminalise l'esclavage par ascendance. Il y en a une en Mauritanie, une au Niger. Il y avait un pré-projet de loi en 2016 qui est resté au fond d'un tiroir, qui n'a pas abouti parce que le Mali dit qu'il a d'autres priorités à l'heure actuelle, notamment en termes de sécurité. Mais ce qui est dangereux, c'est que justement dans cette période de crise sécuritaire, des populations déjà vulnérables, historiquement discriminées, peuvent se retrouver encore plus vulnérables. Et ce sont les premières personnes à protéger, surtout dans une perspective de dialogue national et de réconciliation entre les communautés. Et parmi ces communautés, les Diambourou, d'où l'objet de votre documentaire, les Diambourou, esclavage et émancipation à Caille au Mali. Marie Rodet, merci d'être passée par nos locaux de TV5 Monde.